On a la chance de conserver sur des papyrus ou des éclats de pierre un très grand nombre de procédures judiciaires en relation avec les habitants de Der el-Médine. À la lueur des multiples procès-verbaux conservés, la face sombre de ce village, que l'on aurait pu croire tranquille, se révèle. L'histoire de l'infortuné Eria illustre également la manipulation des sources et leur extrême fragilité. Si aujourd'hui, les lieux respirent le calme et l'harmonie, le petit village de Der el-Médine n'a pas toujours été aussi tranquille. La vie y était bruyante, partagée entre les rires des enfants, les discussions animées et le bruit des animaux qui participaient tout aussi activement à l'activité du village. L'entente n'était pas toujours au rendez-vous et les éclats de voix n'étaient pas rares. Certains conflits menaient tout droit les protagonistes devant la Kennebet, le tribunal du village devant lequel les faits étaient rapportés. Les procès-verbaux consignés sur des papyrus ou sur des ostracas, des éclats de calcaire à la surface relativement plate, témoignent de l'activité à plein temps de cette cour de justice. Non-paiement d'un bien, vol, adultère, divorce, meurtre, viol, les crimes étaient très nombreux, tout comme l'étaient les témoignages recueillis. Dans les cas les plus simples, la justice antique se basait sur les témoins oculaires qui décrivaient plus ou moins justement ce qu'ils avaient vu, sur les témoins auriculaires qui rapportaient les paroles entendues, sur le témoignage d'individus impliqués qui avouaient sous la torture ou pour y échapper, ou encore sur des preuves matérielles, parfois établies au cours de l'instruction. Il existait une dernière catégorie de témoins, ceux qui avaient vu les faits en rêve et pouvaient ainsi désigner le ou les coupables. Dans une précédente vidéo intitulée « Que révèle le papyrus d'interprétation des songes ?», nous avons vu que la signification des rêves était très codée dans l'Antiquité, et surtout qu'en Égypte ancienne, on ne fait pas un rêve, mais on le voit. La différence est très importante puisque la personne qui rêve joue un rôle passif et non actif. Elle ne peut donc être tenue pour responsable de ce qu'elle voit durant son sommeil. Or, les rêves avaient une part non négligeable dans les procès et dans les témoignages généralement à charge. On considérait qu'ils provenaient de l'autre monde envoyés par les défunts ou les dieux, et de fait, si jamais il venait être prouvé que le témoignage était faux, la personne pouvait toujours se cacher derrière le fait qu'elle n'en était que la messagère et qu'elle l'avait peut-être mal interprété. Un éclat de pierre, l'Ostracone British Museum 65-930, évoque une accusation contre la dénommée Eria, habitante de Der el-Médine, qui se déroula sous le règne de Séti II vers 1200 avant Jésus-Christ. En 6, troisième mois de la saison Chémou, jour 10. Ce jour, l'ouvrier Nebnefer, fils de Naki, est venu à la cour pour accuser Eria. L'ouvrier Nebnefer a dit « Quant à moi, après la guerre, j'ai caché un de mes ciseaux dans ma maison. Mais il a été volé. J'ai demandé à tous les villageois de jurer qu'ils n'avaient rien à voir avec mon ciseau. Et après plusieurs jours, Nebou Nebehet s'est approché de moi et m'a dit « Une manifestation divine s'est produite. J'ai vu Eria voler ton burin. » C'est ce qu'il a dit. On va faire une première pause ici pour quelques remarques. On note que Nebnefer est celui qui mène l'enquête à la place de la police locale qui existe pourtant. C'est lui qui interroge les habitants et leur fait prêter un serment de non-vol. Étant donné qu'il n'a ni interrogé Eria ni Nebou Nebehet, on peut manifestement en conclure qu'il n'a interrogé que les hommes du village. L'objet du vol est ici un ciseau de sculpteur, un outil dont une partie était en métal, ce qui explique sa valeur,
et le fait que Nebnefer les cachait chez lui. Les nouvelles allant vite, Nebou-en-Nebehet apprend le vol du ciseau et rapporte à l'ouvrier son rêve. Justement, elle a vu la coupable en songe. Que c'est pratique. Voici ce que rapporte la suite du texte. Le tribunal a interrogé Eria. Alors, es-tu la personne qui a volé le ciseau de Nebnefer ou non? Eria a répondu. Non, je ne suis pas la personne qui l'a volé. Alors la cour lui a dit. Es-tu disposé à prêter le grand serment du Seigneur, vie, prospérité, santé, à propos de ce ciseau en disant « Je ne suis pas la personne qui l'a volé ». Et Eria répondit « Comme Amon perdure, comme le souverain perdure, vie, prospérité, santé. Celui dont le pouvoir est plus grand que la mort, Pharaon, vie, prospérité, santé. S'il est établi que je suis celle qui a volé le ciseau. » Alors ici, on a l'impression qu'il y a une lacune, un trou dans le texte, puisque l'on n'a pas la fin de la phrase. Et pourtant, il ne manque rien. Le scribe greffier a choisi d'arrêter de noter ses propos en plein milieu de sa diatribe, ce qui est pour le moins curieux et démontre un manque absolu d'intérêt qu'il portait à l'accusé et à ses propos. En effet, l'homme reprend ses notes 1 heure après cette interruption. 1 heure plus tard, la cour l'interrogea à nouveau. Le serviteur Pached fut envoyé avec elle à sa maison, et elle revint avec le ciseau. Il était caché dans ses affaires, avec un en cuivre appartenant à Amon, dieu de la bonne rencontre. Elle les avait cachés dans sa maison après avoir volé le en cuivre d'Amon. Elle avait pourtant prêté le grand serment du Seigneur, vie, prospérité, santé, en disant « Je ne suis pas la personne qui a volé le ciseau. » Le tribunal a donc déclaré « Eria est une grande criminelle qui mérite la mort. L'ouvrier Nebnefer a raison. » Son cas a été repoussé jusqu'à l'arrivée du vizir. Eria fut donc jugé coupable du vol du ciseau de Nebnefer et d'un objet non identifié en cuivre appartenant au temple d'Amon et condamné à mort. L'affaire fut jugée assez grave pour que le vizir, l'équivalent du Premier ministre, soit informé et appelé. À l'époque, il y avait 2 vizirs, un dans le nord pour instruire les affaires de la Basse-Égypte et l'autre dans le sud, à Thèbes, pour diriger les affaires de la Haute-Égypte. On relève plusieurs points obscurs dans cette sombre affaire. Nebou-en-Nebehet intervient non dans un laps de temps relativement court après le vol, mais plusieurs jours après que Nebnefer ait lancé son vaste interrogatoire à travers le village. Elle ne livre aucun détail sur le vol et se contente d'indiquer que son rêve a désigné la coupable en sachant pertinemment que son témoignage aura de très lourdes conséquences. On note également que ce témoin indirect ne sera pas convoqué et que son témoignage est considéré comme fiable et vrai. Le greffier, qui est censé ne pas prendre position et consigner scrupuleusement les dires des témoins et accusés, ne s'embarrasse pas de la défense d'Eria. Pourtant, ce procès n'est pas le seul à faire état d'un vol de biens, ni même à faire état d'un possible faux témoignage. Or, la peine de mort ne s'appliquait jamais dans le cas d'un vol à un particulier. Il en allait autrement pour le vol d'un bien appartenant à l'État ou à un dieu. Or, le procès verbal rapporte qu'un autre bien, volé au temple d'Amon, fut retrouvé chez Eria. La même Eria qui était absente de chez elle et chez qui il était facile de déposer des objets l'incriminant en son absence et éventuellement en l'absence de ses proches qui n'auraient pas manqué d'aller la soutenir à son procès. Les dispositifs de sécurité étaient limités dans l'Antiquité et peu efficaces. Il était donc facile de piéger une personne et plus encore une femme. D'ailleurs, on retrouve le même Nebnefer dans une autre procédure, accusant cette fois l'ouvrier Ouï du vol de 3 de ses ciseaux et arguant que 2 témoins avaient vu des ciseaux chez lui. L'accusé ne se démonta pas et rétorqua qu'il s'agissait des siens hérités de son père et l'affaire en resta là. Soit Nebnefer était décidément une pauvre victime sur lequel le sort s'acharnait, soit il n'était pas net. Et vraisemblablement, il ne l'était pas dans le second cas, ce qui fait soupçonner qu'il ne l'était peut-être pas non plus dans le premier. Le fait que Nebou-en-Nebehet ait, comme par magie ou plutôt par rêve,
appris qu'Eria était la coupable semble montrer que la pauvre femme a été la victime d'un complot. À quelle fin? On ne le saura jamais, mais on peut au moins, 3500 ans après les faits, la réhabiliter. Si t'es toqué d'Antiquité, t'as qu'à liker tout en cas tube.